Non, l'éducation positive, ce n'est pas dire oui à tout. Et non, l'éducation positive, ce n'est pas laisser faire un enfant ce qu'il veut quand il veut. Alors pourquoi autant de parents pensent faire de l'éducation positive alors qu'ils n'en font peut-être même pas? Dans cette vidéo, on va faire 3 choses. Démonter les idées reçues, voir vraiment ce que dit la science, et voir pourquoi cette approche, malgré qu'elle soit bienveillante et intentionnée, elle peut parfois créer l'inverse de ce qu'elle promet. Salut à tous, moi c'est Noah Saba, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aborde un sujet qui suit un peu la vidéo de Maria Montessori. On va parler d'une éducation qu'on entend beaucoup sur les réseaux et qui fait aussi parler. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire ce qu'il faut faire ou non, vous le savez, mais ça va être de donner un avis vraiment très objectif sur ce que c'est, les dérives, les bienfaits et comment vraiment l'appliquer. Quand on parle d'éducation positive, on pense que c'est un peu le truc à la mode des réseaux sociaux qui est apparu comme ça sur TikTok et Instagram et que les parents suivent pour se rassurer. Mais pourtant, ces racines, elles plongent beaucoup plus loin. On peut remonter à la fin du 19e siècle avec les travaux de Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs. Adler, c'est un médecin qui est admirateur de Freud. Il montre que le sentiment d'insécurité et d'infériorité peut déséquilibrer un individu et que ce déséquilibre peut avoir des conséquences sur le psychisme et le comportement. Dreikurs, lui, son disciple, c'est de transposer ces idées dans l'éducation des enfants. Il préconise stabilité, routine, disponibilité et surtout encourage l'enfant à apprendre les conséquences de ses actes plutôt que de le punir ou de le noter. En parallèle, Maria Montessori développe une méthode centrée sur l'observation et le respect du rythme de l'enfant. Son idée, c'est de laisser l'enfant agir sans jugement, lui offrir un environnement qui favorise l'autonomie et l'apprentissage naturel. Ces 3 pionniers posent les fondations relationnelles de l'éducation positive, la sécurité, un cadre, l'observation et le respect de l'enfant. Et puis, au milieu du XXe siècle, il y a des psychologues comme John Bowlby et Donald Winnicott, qui viennent compléter et approfondir ces idées. Bowlby, avec sa théorie de l'attachement, il montre qu'un enfant qui se sent en sécurité émotionnellement développe mieux sa capacité à comprendre, à explorer et à gérer ses émotions. Winnicott, avec le concept de Good Enough Mother, rappelle qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais suffisamment présent pour pouvoir accompagner l'enfant tout en lui laissant expérimenter et apprendre à se réguler. Donc ces fondations, elles montrent une chose essentielle, l'éducation positive n'est pas une méthode magique ou un manuel d'instruction pour avoir un enfant heureux garanti. C'est avant tout une approche relationnelle, une manière de créer un cadre émotionnel solide avant de poser des règles. Donc si quelqu'un vous dit que l'éducation positive c'est laisser son enfant faire ce qu'il veut, et bah c'est faux. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est souvent une version simplifiée, mal interprétée, de principes beaucoup plus subtils et réfléchis. Alors le cerveau, il fonctionne pas comme celui des adultes. Son cortex préfrontal, responsable de la réflexion, de la régulation des émotions et du contrôle des impulsions, n'est pleinement développé qu'à l'adolescence, voire même parfois au début de la vingtaine. En revanche, son amygdale, qui est détecteur de danger ou source de stress, lui, il est hyperactif depuis la naissance. Autrement dit, quand un enfant pleure, crie ou se met en colère, il ne manipule pas, il réagit juste à une émotion brute qu'il ne sait pas gérer. C'est là que beaucoup de malentendus apparaissent. Certains parents pensent que poser des limites et dire non, ça va traumatiser l'enfant. Il y a d'autres parents qui croient qu'un moment de frustration va être dangereux pour l'enfant. Et la science, elle dit tout autre chose. Des limites cohérentes et bienveillantes sont essentielles pour créer un sentiment de sécurité. Sans cadre, l'enfant, il ne sait pas où se situer. Et un enfant perdu dans l'incertitude, il va forcément devenir anxieux. Donc comprendre une émotion, ça ne dit pas de céder à tout comportement. On peut dire un truc du genre, ok, je comprends que là, t'es en colère, que t'as envie de se jouer, mais dans l'instant T, c'est pas possible. Cette phrase, elle valide le ressenti de l'enfant et lui montre qu'il existe des règles qui sont stables et fiables. Et enfin, parlons de sécurité affective. Les enfants qui se sentent aimés, compris et qui vivent dans un cadre clair, ils auront tendance à mieux gérer leurs émotions et à avoir confiance en eux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, l'éducation positive n'a pas de créateur unique. C'est pas comme la pédagogie Maria Montessori qui avait une seule créatrice. L'éducation positive, ça vient plus d'une science où chacun y a mis un peu de son idée. C'est important que j'en parle parce que forcément que les recherches pour faire cette vidéo étaient beaucoup plus difficiles que celles de Maria Montessori parce que il n'y a pas de vérité absolue pour cette éducation. Il y a quand même des bases qui ont été posées avec la science et depuis, c'est parti
répartis un peu partout et n'importe comment. C'est vraiment un phénomène collectif, un assemblage d'idées, de pratiques, de tendances et de bonnes intentions qui se sont diffusées petit à petit et d'abord chez les psychologues et ensuite qui sont arrivés dans les livres, dans les blogs parentaux et sur Instagram et TikTok. C'est l'absence de cadre unique qui explique aujourd'hui toutes les dérives qui ont pu avoir et pourquoi il y a plusieurs versions de cette éducation positive. Donc pour être clair, aujourd'hui l'éducation positive c'est plus un mythe social qu'une science exacte. Donc comprendre cette réalité, ça va être essentiel parce que elle va nous permettre de voir pourquoi certaines dérives, culpabilité ou limites floues ou frustration mal gérée ont pu apparaître et se propager ces dernières années. Aujourd'hui, l'éducation positive est un phénomène vivant, évolutif et surtout pas encore complètement compris. On va voir d'abord les idées reçues. Les recherches étaient différentes pour cette vidéo, mais il y a quand même des bases qui ont été instaurées. Il y a quand même des dérives auxquelles on peut être sûr que ça, c'est une dérive, par exemple. L'idée reçue numéro 1, c'est de jamais dire non à un enfant. Il y a beaucoup de parents qui pensent que dire non à un enfant, ça va être trop autoritaire et ça va le traumatiser. Alors, plutôt que de dire non, ces parents, ils vont trouver d'autres méthodes, ils vont pallier à ça avec des phrases qui vont pas forcément être très claires ou bien construites. Et l'enfant il va pas vraiment savoir en fait si c'est bien ou si c'est pas bien, il y aura pas de cadre précis et du coup ça va peut-être faire l'inverse en fait de l'éducation positive, ça va peut-être plus encore stresser l'enfant. La science elle pense que dire non c'est indispensable. Les enfants ont besoin de limites claires pour comprendre le monde et se sentir en sécurité. Dire non, ça ne brise pas la confiance, mais l'absence de limites, elle crée de l'anxiété. Parce que du coup, l'enfant, il ne sait pas ce qu'il peut faire ou ne pas faire. La clé, c'est la manière dont on dit non. On peut dire non, mais il faut le dire avec bienveillance. L'idée reçue numéro 2, c'est punir. Ça traumatise. Aujourd'hui, certains croient que punir un enfant, même légèrement, ça va lui créer des traumatismes à vie. Du coup, beaucoup évitent toute conséquence, craignant d'être un mauvais parent, mais la science, elle nuance énormément sur ça. Ce n'est pas la conséquence en elle-même qui est traumatisante, mais la manière dont elle est appliquée. Une conséquence cohérente, expliquée et proportionnée à l'action, permet à l'enfant de comprendre la cause et l'effet. L'idée reçue numéro 3, c'est que l'enfant frustré est un enfant abîmé. Il y a beaucoup de parents qui pensent que provoquer une frustration chez l'enfant, même toute minime, ça va l'endommager psychologiquement. La science, elle montre exactement le contraire. Apprendre à gérer la frustration est essentiel pour se réguler émotionnellement. Un enfant qui ne rencontre jamais de frustration ne développe pas son cortex préfrontal et ses mécanismes de résilience. Les moments de frustration, lorsqu'ils sont accompagnés et sécurisés, deviennent des opportunités d'apprentissage émotionnel. L'idée reçue numéro 4, c'est si je m'énerve, j'ai tout raté. Beaucoup de parents culpabilisent lorsqu'ils ressentent de la colère. Ils pensent qu'un parent parfait ne doit jamais montrer ses émotions négatives et là, la science, là encore, elle nuance. Ressentir de la colère, c'est normal pour un humain. L'important, c'est ce que vous y faites après. Si l'enfant, il voit que vous êtes capable de vous calmer, de lui expliquer ce qui s'est passé, que vous vous êtes énervé, il apprend lui aussi à gérer ses propres émotions plutôt qu'à les refouler. L'idée reçue numéro 5, c'est que l'éducation positive est égale à pas de règles. Ça, je pense que c'est l'idée reçue qu'on a le plus souvent vue sur les réseaux ou qu'on connaît le plus. Et c'est probablement l'idée reçue la plus fausse, je pense. Certains parents, ils pensent que l'éducation positive consiste à tout accepter, à ne jamais corriger et à laisser faire un enfant ce qu'il veut quand il veut. La réalité, scientifiquement, est tout autre. L'éducation positive, c'est poser des limites sans violence, mais pas de les supprimer. Elle consiste à combiner sécurité affective, écoute et cadre clair. Sans cadre, l'enfant, il est perdu. Avec un cadre et plus de bienveillance, il s'épanouit et apprend à se réguler. Même si l'intention est bonne, l'éducation positive peut parfois mal tourner. Sur les réseaux, on voit souvent des parents parfaits qui valident toutes les émotions, expliquent chaque règle et répondent à chaque envie. Mais cette quête de perfection, elle peut créer des dérives inattendues. Le parent veut satisfaire toutes les envies et l'enfant finit par se sentir tout puissant, pensant que ses caprices passeront toujours. Résultat, au lieu de développer son autonomie, il devient égocentrique et dépendant car il ne rencontre jamais de limites claires. Il y a d'autres fois où ça va être l'excès d'explication et la surprotection. Face à un refus ou à une règle, certains enfants sont submergés par des justifications interminables. Ils n'apprennent pas à gérer leur frustration, ils restent impuissants face aux réalités de la vie et incapables de s'adapter. Et la mauvaise gestion des émotions peut être une autre dérive fréquente. L'enfant, lorsqu'il est encouragé
chercher à analyser et verbaliser ses émotions de façon mécanique comme s'il devait toujours mettre des mots sur tout, ça peut parfois l'enfermer dans ses émotions plutôt que de lui apprendre à les réguler naturellement. Et puis il y a le parent épuisé, celui qui compare sa vie à celle des parents parfaits sur Instagram ou TikTok. Il culpabilise, il s'inquiète de chaque colère, de chaque refus et de chaque non prononcé. Cette fatigue et cette culpabilité finissent par se transmettre à l'enfant, créant anxiété et insécurité. En gros, le point central à retenir, c'est qu'un cadre clair rassure et l'absence de cadre angoisse. Mais toutes ces dérives, elles ont une solution. Une éducation positive réussie et équilibrée, ça combine des limites claires et une autorité bienveillante pour sécuriser l'enfant et prévenir les comportements violents. L'éveil à la conscience intérieure permettent à l'enfant d'écouter sa propre voix et de développer une autonomie et une responsabilité. Autrement dit, l'éducation positive n'est pas tout permis. Elle consiste à faire confiance à l'intuition de l'enfant et tout en lui offrant des repères stables et un cadre protecteur. En comprenant ces dérives, on peut enfin savoir le vrai du faux sur les réseaux sociaux, calmer la culpabilité de certains parents et créer une relation parent-enfant sereine et équilibrée. Malgré toutes les dérives qu'on vient de voir, l'éducation positive, elle a énormément de bienfaits et elle n'est pas inutile, loin de là. Quand elle est appliquée avec équilibre et bon sens, sans partir dans les extrêmes, elle peut réellement transformer une relation parent-enfant. En premier, elle améliore la qualité d'échange. Un enfant dont les émotions sont comprises et validées se sent écouté et respecté, apprend à écouter les autres à son tour. Le lien parent-enfant devient plus serein et confiant et les conflits perdent de leur intensité. Ensuite, elle valorise l'autonomie et la responsabilité. Quand on pose des limites claires mais justes, l'enfant comprend les conséquences de ses actes et apprend à prendre des décisions et à s'autoréguler. Il ne devient donc pas un enfant tout-puissant, ni dépendant de la volonté de l'adulte, mais quelqu'un capable de réfléchir par lui-même. Elle permet aussi un apprentissage émotionnel plus profond. L'enfant apprend à reconnaître ses émotions, à les nommer et à comprendre ce qu'elles lui disent sans être enfermé dedans. Cette capacité à identifier, comprendre et réguler ses émotions est une compétence qui le suivra toute sa vie. Enfin, l'éducation positive bien appliquée aide à développer la sécurité intérieure. L'enfant sait qu'il peut tester ses limites, faire des erreurs et revenir vers l'adulte sans peur d'être jugé ou rejeté. Cette sécurité est la base de la confiance en soi, de la résilience et de la capacité à affronter les difficultés de la vie. Mais il y a une nuance essentielle. Tout cela fonctionne que si l'adulte garde sa stabilité et pose des limites cohérentes. Sans cadre clair, l'éducation positive perd son effet et peut créer des frustrations ou de l'anxiété. En résumé, l'éducation positive, quand elle est équilibrée, elle permet des relations parents-enfants plus harmonieuses, le développement de l'autonomie et de la responsabilité, une meilleure régulation émotionnelle et une sécurité affective durable. En d'autres termes, l'éducation positive n'est pas une éducation sans limite, c'est une éducation avec des limites posées sans violence et qui permettent à l'enfant de s'épanouir pleinement. Si l'éducation positive est autant idéalisée aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous cherchons tous une manière de bien faire, de créer un lien fort avec nos enfants et ne pas reproduire ce que nous avons vécu. Mais éduquer un enfant n'est pas suivre une recette toute faite. C'est un processus vivant, il faut s'adapter, ajuster, se tromper, recommencer et parfois apprendre à lâcher prise. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser ou de pointer du doigt ce que l'on fait mal, il s'agit de comprendre les principes, de garder des repères solides et surtout de faire confiance à l'intuition et à l'intelligence émotionnelle qui existent déjà chez chaque parent et chaque enfant. Et c'est exactement cette approche nuancée, réaliste et bienveillante qui permet de former des enfants équilibrés et capables de contribuer à une société harmonieuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura fait comprendre maintenant ce que c'est l'éducation positive malgré tout ce qu'on en entend. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir, à commenter, ouvrir le débat si vous n'êtes pas d'accord, ce serait aussi avec plaisir, à s'abonner et à partager, ça me ferait vraiment plus plaisir. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao.